Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de ce podcast sur les vins de la Loire, je vous propose de nous mettre en appétit avec les vins rosés avant d'attaquer les rouges en plat de résistance et de finir par les vins moelleux et liquoreux. Pour écrire ce podcast, je me suis notamment inspiré du livre Vignes et vins du Val-de-Loire, un ouvrage collectif paru aux éditions de la Nouvelle République en 2011. Un épisode où l'on va parler de Chef 3 étoiles, de Roland Garros et de pourriture noble. Et nous commençons aujourd'hui nos pérégrinations en Anjou à la découverte de vins rosés au style unique en France. Si la Provence est de loin le premier vignoble de France pour les vins rosés, le Val-de-Loire ne possède pas moins de 5 appellations dédiées à cette couleur. On trouve quelques rosés de Pinot Noir à Sancerre ou de Gamay en Touraine, mais le cœur de la production se situe en Anjou sous 2 appellations principales, Cabernet d'Anjou et Rosé d'Anjou. Le Cabernet d'Anjou est la seule appellation de France dédiée aux vins rosés tendres, dans lequel on retrouve typiquement entre 10 et 20 grammes par litre de sucre résiduel. Comme son nom l'indique, il ne se compose que de Cabernet Franc et de Cabernet Sauvignon, ce qui lui donne une robe d'un rose intense et un bouquet où la rhubarbe et la grenadine se mêlent à des touches herbacées. Le Rosé d'Anjou, quant à lui, peut être élaboré à partir de tous les cépages rouges de Loire, et notamment le Gros Lot, une variété locale qui produit des vins pimpants et vivaces aux accents floraux. L'un des plus jolis exemples de Gros Lot rosé est sans doute le Rosé d'un jour de Marc Angélier à la ferme de la Sansonnière, vigneron phare de la région. Si les cuvées génériques de Rosé d'Anjou sont souvent un peu ternes, il faut se laisser le temps de chiner un peu d'une cave à l'autre pour trouver la bouteille qui nous plaira. Tant l'équilibre subtil et fruité de ces vins égaye les papilles à la dégustation avant d'aborder le vaste éventail des vins rouges de Loire. La grande variété de terroirs et de climats sur les berges du fleuve a tout naturellement donné naissance à une grande diversité de vins et de cépages, à commencer par le Pinot Noir, qui de sa Bourgogne natale a su s'acclimater au terroir de Sancerre. Avant la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle, les coteaux du village étaient principalement plantés en rouge, et ce n'est qu'après la destruction du vignoble que le Sauvignon blanc y a été replanté en majorité. Aujourd'hui, le Pinot Noir représente à peine 20% de l'encépagement total de l'AOC, et la production de vin rouge est limitée à quelques domaines. Mais avec quel succès! Sur les sols argilo-calcaires du Sancerrois, le Pinot s'exprime avec un peu plus de fraîcheur et de vivacité qu'en Côte d'Or, mais un grain de tanin assez serré qui donne au Sancerre rouge une bonne aptitude au vieillissement. Leur palette aromatique va de la bergamote à la cerise bien mûre et au baies de sureau, typiquement soutenue par un élevage sous bois maîtrisé dans des barriques d'1 ou 2 vins. Les fleurons de l'appellation en rouge sont le domaine Vacheron, avec des crus tels que la Belle Dame qui offre une persistance remarquable, ou les frères Florent et Clément Pinard, dont les cuvées Charles-Louise et Vendange-Entière sont des références de l'appellation, à encaver 5 à 6 ans pour commencer à en apprécier toute la complexité. S'il ne possède pas la noblesse du Pinot Noir, un autre cépage natif du Val-de-Loire propose également une belle fraîcheur, le Pinot d'Aunis. Une des variétés les moins connues de la vallée, le Pinot d'Aunis, ou Chenin Noir, donne toute sa mesure dans les coteaux du Vendômois. Ce cépage offre une combinaison originale mêlant des tanins un peu fermes, assez peu de couleur et une acidité élevée. Si vous êtes amateur de rouges juteuses et énergiques, le Pinot d'Aunis est fait pour vous, avec ses arômes de fraises et ses notes poivrées, à savourer notamment au domaine Patrice Collin. Dans un registre plus floral et épicé, une autre variété typique du Val-de-Loire, le Gros Lot, commence également à se faire un nom en rouge. Historiquement utilisée dans la production de vins rosés, cette variété produit des rouges à la robe violacée profonde, à la structure fine et dotée d'une belle vivacité. Avec son subtil bouquet de violettes et de griottes, la très belle cuvée Gros Lot du Claudenel en Anjou, issue d'une parcelle presque centenaire, montre bien toute la finesse que peut produire le cépage sur des vieilles vignes. Et s'il est souvent un peu sauvage voire rustique sur les bords de Loire, le Malbec, que l'on appelle ici le Caux, sait aussi se montrer séveux et complexe, comme dans la cuvée Vieille Vigne de la Grange Tiphaine. Peu connus du grand public, ces cépages et leurs terroirs ne sont que quelques exemples de la diversité des variétés historiques de la vallée, qui commencent à faire parler d'elles depuis une génération, grâce à de jeunes vignerons soucieux de préserver ce patrimoine. Et l'un des vignobles emblématiques de ce renouveau des vins de Loire
et la côte roannaise. Dans les années 30, Roanne est une petite ville industrielle spécialisée dans le textile et la métallurgie quand un jeune couple de bourguignons s'installe pour reprendre l'hôtel-restaurant devant la gare qu'ils rebaptisent l'Hôtel Moderne. Ils s'appellent Jean-Baptiste et Marie Troisgros. En 1957, leurs enfants Jean et Pierre renomment l'établissement les Frères Troisgros et commencent à faire parler d'eux, notamment en créant en 1962 un plat appelé à devenir un des plus grands classiques de la gastronomie française, l'escalope de saumon à l'oseille. À l'époque, Roanne est une étape importante sur la fameuse Nationale 7 qui relie Paris à la Côte d'Azur. Et la renommée croissante de la maison est récompensée par une première étoile dès 1955. Une autre suivra en 1965 et la consécration arrive en 1968 avec l'obtention de la 3e étoile au guide Michelin. Dès les années 70, les frères Troisgros prennent le parti de promouvoir la production viticole locale en mettant des vins de la côte roannaise à la carte. Ici, les vins sont élaborés à partir de Gamay Saint-Romain, un proche cousin du cépage du Beaujolais, et qui donne ici, dans les contreforts du Massif central, des vins rouges frais et assez faciles, le plus souvent servis à la carafe, comme vin de la maison dans les établissements locaux. Mais les frères Troisgros sont convaincus que la côte roannaise a le potentiel pour faire de grands vins, et ils décident dès 1978 de travailler avec le vigneron Robert Sérol pour sélectionner une cuvée Troisgros destinée au restaurant. En 1992, ils choisissent d'aller encore plus loin et investissent avec le viticulteur dans le vignoble des Blondins, qui deviendra le symbole de la passion des deux familles pour ce terroir. Dans les années 90, Stéphane Sérol et son épouse Karine reprennent la propriété familiale à Renaison et entament une véritable restauration du vignoble, avec la ferme intention de prouver que la côte roannaise, qui vient de recevoir son AOC en 1994, peut faire de grands vins. Ils convertissent le vignoble en bio puis en biodynamie et leurs efforts, conjugués à ceux d'autres vignerons tels que le domaine des Potiers, portent leurs fruits. Depuis les années 2000, la progression des vins de la côte est constante et n'en finit pas de surprendre tous les amateurs. Le Gamay Saint-Romain est parfaitement acclimaté à ces coteaux granitiques entre 4 et 600 mètres d'altitude et produit ici des vins juteux et séducteurs, aux arômes pénétrants de fraises des bois et de poivre blanc, avec des tanins fins, des degrés raisonnables et une fraîcheur qui dénote par rapport à leurs cousins du Beaujolais. Des cuvées parcellaires telles que Houdan du domaine Sérol ou l'intégrale du domaine des Potiers donnent aujourd'hui à goûter toute la richesse et la profondeur dont sont capables les meilleurs terroirs de la côte roannaise. Leurs nuances de cassis et de réglisse apportent une complexité supplémentaire et font de ce terroir encore presque inconnu il y a 30 ans une référence aujourd'hui. Littérature et gastronomie vont souvent de pair, et de très nombreux écrivains ont célébré la vigne dans leurs écrits, depuis Montesquieu jusqu'à Alexandre Dumas. Mais aucun n'a poussé la passion jusqu'à faire imprimer sur la page de garde de ses ouvrages le titre de vigneron. Aucun, à part Paul-Louis Courier, qui prenait très au sérieux l'organisation de son domaine de la Chavonnière en Touraine. Dans le Jardin de la France, les liens entre belles lettres et belles bouteilles remontent à François Rabelais, qui écrivait, voilà 500 ans, « Jamais homme noble ne hait le bon vin ». Et celui de prédilection de l'écrivain, c'était le vin de Chinon. Situé entre la Loire et la Vienne, le vignoble de Chinon est dominé depuis le Moyen-Âge par la masse imposante de la forteresse royale au sommet de la vieille ville. Le seigneur des lieux est le Cabernet Franc, que l'on appelle ici breton pour des raisons aussi variées qu'invérifiables. Serait-ce parce que les plants et le vin étaient transportés sur la Loire par des bateliers bretons ? Ou encore parce que c'est à l'abbé Breton que le cardinal de Richelieu avait demandé de planter dans ses terres tourangelles des milliers de plants venus de Bordeaux ? Toujours est-il que le Cabernet Franc est venu depuis sa terre bordelaise pour s'implanter dans le terroir de Chinon. Un terroir qui se décline en 3 types de sols: les sables, les coteaux calcaires et les argiles à silex. Les premiers donnent des vins plutôt tendres, où c'est le fruité et la souplesse qui charment les papilles. Les coteaux calcaires donnent des vins puissants et séveux, avec des tanins fermes et crayeux qui demandent à vieillir pour se révéler. Les argiles des plateaux, quant à elles,
produisent des vins rouges denses et profonds. Le Cabernet Franc s'exprime ici sur des notes de framboise, de pivoine, voire de rhubarbe dans les années plus fraîches, avec une fraîcheur qu'on ne lui connaît pas dans le Bordelais. La qualité des vins de Chinon aujourd'hui doit beaucoup à un homme de science, un philosophe du goût et un grand pédagogue, l'œnologue Jacques Puiset. Né en 1927, ce docteur ès-sciences installé en Touraine dès 1959 joue un rôle moteur dans le chinonnais en militant auprès des vignerons pour améliorer leur méthode culturelle afin d'obtenir des raisins plus mûrs et plus équilibrés, à même de produire de grands vins. Son credo, un vin juste doit avoir la gueule de l'endroit et de l'année où il est né, et les tripes du bonhomme qui l'a fait. Pour Puiset, tout est affaire de goût et de goût juste. Un vin de Chinon ne doit pas avoir le goût du Cabernet Franc. Il doit avoir la finesse crayeuse et le velouté de la croix boissée de Bernard Baudry, la puissance solaire et la densité du coteau de Noiret chez Philippe Allier, ou l'élégance florale des Varennes du Grand Clos de Charles Joguet. Cofondateur de l'Institut du goût en 1976, il œuvrera jusqu'à la fin de sa vie à éduquer le goût et notamment celui des enfants en animant des ateliers dans les écoles primaires aussi bien que devant des parterres de chefs étoilés. Et ce n'est pas un hasard si des références comme Pierre Troisgros ont travaillé avec lui sur la justesse des accords. Au-delà de ces producteurs de référence et des maisons historiques bien connues, les dégustateurs avides de découvrir toutes les facettes de l'appellation pourront s'adresser chez Pierre et Bertrand Couly, au domaine de Palus ou encore au domaine des Frères. On doit à la vérité historique de dire que le vin de Chinon vanté par Rabelais était le plus souvent un vin blanc, mais c'est bien en rouge que l'appellation a gagné ses lettres de noblesse, au même titre que ses éternels voisins sur la rive droite de la Loire, Bourgueil et Saint-Nicolas. Protégé au nord par des collines boisées, le vignoble de Bourgueil s'étend sur 2 familles de terroirs. Les terrasses alluvionnaires siliceuses proches de la Loire, plus ou moins sableuses ou graveleuses selon la parcelle, et le coteau argilo-calcaire. La démarcation entre les 2 appellations de Bourgueil et Saint-Nicolas correspond à la limite administrative entre les 2 communes, et non à une différence géologique. Les terrasses siliceuses donnent des vins sur le fruit, plutôt tendres et précoces, aux charmants accents de fruits rouges comme la parcelle La Source de Yannick Amirault. Mais certaines cuvées de vieilles vignes nous donnent déjà à goûter une étoffe remarquable comme la cuvée Chevalerie du domaine de la Chevalerie. Les hauts-de-coteaux, sur des calcaires avec très peu d'argile, donnent des vins souples et élégants, dotés d'une belle fraîcheur qui en font des vins toujours charmeurs. Enfin, le milieu du coteau, exposé plein sud, produit les vins les plus aboutis et les plus profonds, avec des bouquets complexes de pivoine, de framboise et de baies rouges bien mûres, soutenus par une structure ferme de tanins poudrés et des acidités très pures taillées pour la garde. Parmi ces grands terroirs qui donnent des cuvées exceptionnelles, le Clos Nouveau du domaine de Bel-Air, les Perrières de Catherine et Pierre Breton, ou la superbe cuvée Mi-Pente du domaine de la Butte. Patrie de Jean Carmet, le terroir de Bourgueil et de Saint-Nicolas a aujourd'hui un bel avenir devant lui. Et pour finir d'explorer la palette des grands Cabernets Francs de Loire, il nous reste à retraverser le fleuve pour rendre visite à un proche cousin, le Saumur-Champigny. Limitrophe du terroir de Chinon, le Saumur-Champigny est assis sur les mêmes bases calcaires, mais recouvert d'une couche plus épaisse d'argile qui donne à ses vins un velouté et un soyeux qui contrastent parfois avec la droiture et la rigueur de certains Chinons. Ces lettres de noblesse, il les a acquises grâce au talent de vignerons comme Thierry Germain ou Charlie et Nady Foucault du Clos Rougeard. Et c'est d'ailleurs un de leurs vins qui va marquer les esprits et mettre les vins de Saumur sous les projecteurs. En 1993, une dégustation organisée à Paris et rassemblant un parterre de professionnels, critiques et sommeliers présente une sélection de vins de Pomerol du millésime 90. Parmi les châteaux représentés, Pétrus, Le Pin et Trotanois, excusez du peu. La dégustation se faisant à l'aveugle, les organisateurs décident de pimenter un peu la série en ajoutant une bouteille de Saumur-Champigny, Le Bourg 1990 du Clos Rougeard. Les dégustateurs hument, goûtent et prennent leurs notes, qui seront ensuite comptabilisées pour juger du meilleur vin de la dégustation. Et quand les résultats sont enfin dévoilés, c'est le choc dans la salle.
le vin qui arrive en tête devant tous les plus grands noms de Pomerol est un Saumur Champigny. C'est comme si un joueur issu des qualifications gagnait Roland-Garros en sortant chacun leur tour Federer, Nadal et Djokovic. La réputation du domaine est faite et le Clos Rougeard va devenir un véritable grand cru du Val-de-Loire et un exemple à suivre pour toute une génération de vignerons. Les vins de Saumur Champigny s'expriment dans un registre un peu plus tendre que ceux de Chinon ou de Bourgueil, mais sans rien leur céder en termes de profondeur et de complexité, avec des nuances de griotte ou de violette et une remarquable étoffe en bouche, particulièrement sur les vieilles vignes. Aujourd'hui, la réputation de ces vins n'est plus à faire, et les bouteilles du domaine des Roches-Neuves, du domaine du Collier ou de Romain Guibertot sont devenues des références. Derrière ces figures de proue de l'appellation, on suivra aussi des vignerons comme Antoine Sanzé ou le domaine des Sanzé. Et depuis 2006, une nouvelle appellation fait parler d'elle avec de jeunes vignerons entièrement tournés vers la viticulture biologique, le Saumur puis Notre-Dame, et des producteurs comme le domaine Mélaric ou le domaine de la Renière. Après ce tour d'horizon des vins de Loire, il nous reste à évoquer ce qui est pour moi la quintessence du chenin, les vins moelleux et liquoreux. La distinction entre vins moelleux et vins liquoreux tient à leur concentration respective en sucre résiduel, de 12 à 45 grammes par litre pour les moelleux et plus de 45 grammes par litre pour les vins doux ou liquoreux, terme qu'on utilise plus volontiers pour des concentrations supérieures à 100 grammes par litre. Ce sucre résiduel, que les levures n'ont pas réussi à fermenter, est le fruit des caractéristiques de chaque parcelle et de l'expression d'un millésime donné. La concentration en sucre provient avant tout d'une surmaturité des baies, que les vignerons choisissent de laisser sur les vignes pour les vendanger plus tard. Le second facteur de concentration est un champignon appelé Botrytis cinerea, qui dans certaines conditions de soleil, de chaleur et d'humidité, va attaquer les raisins. Mais au lieu de les faire pourrir normalement, il va les dessécher, les concentrer et transformer l'équilibre sucre-acide des baies en même temps que leurs arômes, d'où son surnom de pourriture noble. Dans les faits, ces baies botrytisées ont l'air de raisins secs, un peu rabougris et brunâtres, mais ne vous y trompez pas. Ce sont bien ces fruits peu avenants, et que les non-initiés jetteraient sûrement à la benne, qui produisent certains des plus grands liquoreux du monde. En Val-de-Loire, la production de vins doux et moelleux est presque exclusivement concentrée en Touraine et en Anjou, sur les deux terroirs de prédilection du chenin, le tuffeau et le schiste. Les appellations de Vouvray, Montlouis, ainsi que le terroir de Janières dans la Sarthe, partagent le même sous-sol calcaire de tuffeau et le climat doux de l'arrière-saison permet aux vignerons de ramasser un peu plus tard pour vendanger en plusieurs tris des raisins en surmaturité avec un peu de botrytis. En Touraine, ces baies produisent surtout des vins moelleux, autour de 40 à 45 grammes par litre de sucre résiduel, et qui offrent une très belle palette aromatique de poire Williams bien mûre, de coing et de miel d'acacia, avec une subtile douceur en bouche, équilibrée par la fine trame acide du chenin. Il suffit de goûter les vins moelleux de Damien Pinon ou de Vincent Carême à Vouvray, du domaine de Bellivière à Janières ou de François Chiden à Montlouis, pour s'en convaincre. Car si leur concentration en fruits les rend charmeurs dès leur jeunesse, c'est avec le temps qu'ils révèlent toute leur complexité, avec des nuances d'épices et des textures soyeuses d'une grande finesse. C'est tout particulièrement vrai pour les quelques cuvées liquoreuses de Vouvray et de Montlouis, typiquement entre 100 et 150 grammes par litre de sucre résiduel, et qui portent la mention première tri. C'est cette mention que l'on retrouve sur les plus grands millésimes de maisons historiques telles que Huette, et les 90 de vignerons comme Philippe Foreau ou Maurice Alias sont toujours superbes 30 ans après. Mais la concentration en sucre à elle seule ne signifie rien, et c'est l'équilibre entre douceur et acidité qui fait les grands liquoreux. Un équilibre qui tient à la verve acide du chenin, l'un des rares cépages capables d'atteindre une très grande richesse tout en gardant une acidité élevée. Une qualité rare et qui explique la grandeur des liquoreux de Loire, tout particulièrement en Anjou. Les AOP angevines, telles que les Coteaux du Layon, Bonneau ou Quart de Chaume, sont dédiées aux vins liquoreux. Cette particularité s'explique par le climat et les terroirs de l'Anjou, ainsi que par les pratiques des vignerons. On l'a vu dans l'épisode précédent,
les terroirs schisteux produisent des chenins plus denses et plus concentrés que ceux de Touraine, et notamment car le climat angevin donne des arrière-saisons douces et longues qui permettent aux baies d'atteindre des degrés de maturité élevés. À cela s'ajoute la position de ces vignobles sur les berges de rivières comme le Layon ou l'Aubance, dont les brouillards matinaux à l'automne constituent des conditions idéales pour le développement du botrytis. Enfin, les vignerons angevins utilisent aussi parfois la technique du passerillage, qui consiste à tordre les grappes pour couper le flux de sève tout en les laissant sur la vigne pour qu'elles gagnent en concentration à mesure qu'elles se dessèchent. Ce procédé peut aussi se faire en coupant les grappes et en les laissant sécher à l'abri. Pour toutes ces raisons, le chenin blanc peut acquérir ici des niveaux de concentration hallucinants, et les vignerons Patrick Baudouin et Jo Piton ont longtemps expérimenté avec des vendanges très tardives qui pouvaient aller jusqu'à la fin du mois de novembre pour obtenir des raisins d'une densité incroyable, équivalent à plusieurs centaines de grammes de sucre par litre. Plus raisonnablement, les coteaux du Layon affichent typiquement de 100 à 120 grammes par litre, quand Bonzo et Quart de Chaume, une appellation devenue Grand Cru en 2011, présentent des concentrations de 150 à 180 grammes de sucre résiduel par litre, voire au-delà. Mais là encore, la concentration en sucre n'est pas une fin en soi, et elle n'a aucun sens si le vin n'est pas équilibré par une acidité suffisante. Il n'est pas question pour les vignerons de produire un vin sirupeux comme du miel. Or, et c'est toute la magie des grands liquoreux de Loire, le chenin conserve toujours son acidité pour ciseler des vins d'une richesse exceptionnelle mais d'un équilibre remarquable. Et leur palette aromatique, allant de la mirabelle confite à la pâte de coing et la tarte tatin, en passant par le gingembre ou le safran, en fait des vins d'exception. Les Quarts de Chaume de Claude Papin ou du château de Bellerive, les Bonzo du château de Felles ou du domaine des Petits Quarts, et les Coteaux du Layon de Marc Angély ou du domaine Augereau sont autant de superbes exemples de la majesté des vins liquoreux de Chenin sur ces terres d'Anjou. Quant à leur potentiel de garde, les vignerons de Bonzo en ont fait la démonstration une fois pour toutes en septembre 2018, en présentant en dégustation des vins tels qu'un 1945 du domaine Proto ou un 1921 du domaine de Terrebrune. Des crus encore étonnants de fraîcheur, 80 ans après leur vendange. Et c'est sur cette note de douceur et de magie que s'achève notre promenade à la découverte des vins de Loire. J'espère que ces 2 épisodes vous auront donné envie de découvrir par vous-même ces vignobles et ces vignerons et de goûter leur production dans le style qui vous plaît le plus. Car c'est bien cette diversité qui fait pour moi la singularité du Val-de-Loire et nous permet à tous, quelles que soient nos préférences, de dénicher des cuvées qui sauront nous charmer autant que la beauté des paysages du fleuve et de ses 1001 châteaux.